Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Nous sommes au cœur de Paris, dans le 20e arrondissement, au sein d'un quartier populaire et animé. Mais le 8 septembre 2014, au matin, devant un petit parc pour enfants, des passants découvrent le corps d'une femme. Il s'agit de Rachel, 41 ans, une mère de famille. La quadragénaire est allongée sur le dos, sans vie. Elle a succombé à une hémorragie interne après qu'on lui ait inséré un objet contondant dans l'entrejambe. Dès le lendemain matin, un suspect est identifié grâce à la vidéosurveillance et interpellé. Il s'agit de Christian, un compagnon de Rachel. L'homme a de l'ADN de la mère de famille sous ses ongles et du sang lui appartenant sur ses chaussures. Pour autant, malgré les preuves irréfutables, Christian nie avoir tué Rachel. Il est défendu par de très bons avocats et 2 ans après les faits, son procès doit avoir lieu. Mais les faits ont été requalifiés en violence volontaire et non plus en homicide volontaire. Une terrible déception pour Laurine, la fille de Rachel, qui compte bien se battre pour honorer la mémoire de sa mère. Laurine sera en direct avec nous. Un homme de 51 ans est suspecté d'avoir tué sa femme par arme à feu. Ça s'est passé samedi à Vidauban dans le Var. Pourtant, il fait l'objet d'un contrôle judiciaire suite à de nombreuses plaintes pour violence conjugale. Le jour du drame, il avait d'abord menacé sa femme avec un couteau. Elle s'était réfugiée chez une voisine, avait appelé les gendarmes. Ces derniers étaient venus. Ils avaient alors conseillé à la victime de quitter le domicile conjugal. Et c'est au moment où elle s'apprêtait à partir en voiture qu'elle aurait été abattue. Nous irons sur place. Et puis dans le Rhône, au cœur d'un petit village de 500 habitants, Jean-Paul a disparu en avril 2008. Geneviève, sa compagne, se rend alors à la gendarmerie pour signaler sa disparition. Elle explique que Jean-Paul était parti en voiture nourrir ses chiens dans un village voisin et qu'il n'est jamais rentré. Mais les gendarmes ne prennent pas tout de suite sa disparition au sérieux. La famille entreprend ses propres recherches, mais Jean-Paul reste introuvable. Après 3 jours sans nouvelles du père de famille, coup de théâtre, Geneviève se rend dans une autre gendarmerie en expliquant qu'elle a eu un accident de voiture avec son compagnon et que le véhicule a glissé dans un étang. Elle aurait réussi à s'extraire, mais le corps de Jean-Paul, lui, est retrouvé sans vie. Et les premiers éléments relevés sur la scène du drame sont loin de laisser penser à un accident. Il n'y a pas de traces de choc et la pente n'est pas très prononcée. Et dans le journal des faits divers, nous vous parlerons de cet homme qui est suspecté d'avoir tué sa compagne avant de tenter de l'étrangler. Il avait déjà été condamné pour meurtre. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui maître Roland Pérez, avocat, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour nous expliquer les procédures judiciaires, et Pascal Neveu, psychanalyste, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour comprendre les rouages psychologiques de chacun, et puis désormais, chaque jour en fin d'émission, le droit de suite. Dans cette séquence, nous revenons sur les dossiers que nous avons traités ou qui ont fait la une de l'actualité pour vous donner les dernières informations. Ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et pour commencer cette quotidienne, donc nous allons rester à Paris, dans le 20e arrondissement. Au petit matin du 8 septembre 2014, un corps gisant sur le boulevard Ménilmontant, une voie très empruntée de la capitale est retrouvée. Il s'agit de Rachel, une mère de famille de 41 ans. Dans la nuit, la quadragénaire a subi une mort lente et affreuse. En effet, elle présente une plaie à l'entrejambe provoquée par un objet contondant. Le lendemain, grâce à des caméras de vidéosurveillance, un suspect est interpellé. Christian, 50 ans, le compagnon de Rachel. Interrogé, il déclare avoir eu une dispute avec elle le jour du meurtre, mais ne pas être responsable de sa mort. Pourtant, l'ADN de Rachel est retrouvé sur ses chaussures, mais aussi sous ses ongles. Et en plus, l'homme est déjà connu des services de police pour des faits de violence. Les preuves sont irréfutables. Laurine, 26 ans aujourd'hui, est la fille aînée de Rachel. Et quelques mois avant sa mort, elle avait revu sa maman. Les 2 femmes tentaient de renouer une relation. Mais Rachel, elle, est décédée dans d'atroces conditions. Et Laurine entend se battre pour connaître la vérité et lui offrir un procès équitable. Elle sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Mais auparavant, retour sur cette nuit d'horreur. Nous sommes à Paris, dans le 20e arrondissement. Un quartier populaire et généralement tranquille. Mais le 8 septembre 2014, au matin, les habitants du boulevard Ménilmontant vont faire une découverte sordide. Une femme gît sans vie en pleine rue.
Elle est allongée sur le dos, recouverte d'un duvet, et elle présente de nombreuses plaies. Cette femme, beaucoup la reconnaissent. Il s'agit de Rachel, une femme sans domicile fixe, de 41 ans. Et l'autopsie va révéler l'horreur qu'aurait subie cette femme, appréciée de tous. La quadragénaire a succombé à une importante hémorragie due à des blessures à l'entrejambe, provoquées par un objet contondant. La femme de 41 ans a donc été violée et s'est littéralement vidée de son sang. Pour tenter de comprendre qui aurait pu s'en prendre aussi cruellement à Rachel, les enquêteurs s'intéressent de plus près à cette femme que la vie n'a pas épargnée. Rachel était suivie par une association d'aide aux personnes sans domicile et toxicomanes, et elle soignait son alcoolisme dans un hôpital spécialisé. Mais quelques jours avant sa mort, elle avait quitté l'établissement pour retourner dans la rue. Pour comprendre comment cette femme s'est retrouvée là, il faut remonter dans son passé. Originaire de Picardie, où elle travaille un temps à l'usine, Rachel a 5 enfants, nés de 3 papas différents. En 1995, elle quitte son premier mari et laisse derrière elle ses 2 premières filles, Laurine, 3 ans, et Charlotte, 1 an. Rachel est influençable et au gré des mauvaises rencontres, cette femme fragile tombe dans l'alcool. Sa dernière relation amoureuse se solde par un échec et ses 2 plus jeunes filles sont placées en foyer. La maman quitte alors la Picardie et rejoint Paris où commence véritablement sa descente aux enfers. Rachel, sans le sou, se met à traîner des foyers à la rue. En 2014, 2 mois avant le drame, sa fille aînée, Laurine, âgée de 22 ans, avait repris contact avec elle. Les 2 femmes voulaient rattraper le temps perdu. Laurine profite de vivre en région parisienne pour rendre visite à sa mère à l'hôpital. Mais Laurine est choquée de voir sa maman dans cet état. Elle qui était si belle, si élancée. Elle et ses frères et sœurs étaient pourtant bien loin de se douter que leur mère allait jusqu'à vivre dehors. Laurine, en apprenant la nouvelle de sa mort, est effondrée. Elle n'a pas eu la chance de vraiment renouer avec sa maman et surtout de la sauver de la rue. Pour les enquêteurs, Rachel, vulnérable, a peut-être été victime d'un marginal. Un homme, son compagnon de fortune, va alors se retrouver rapidement dans le viseur des enquêteurs. Il s'agit de Christian, un homme d'une 50aine d'années. Sur la vidéosurveillance, on le voit avec Rachel, juste avant sa mort. Le lendemain de la découverte, les policiers l'interpellent. L'ADN de Rachel est retrouvé sous ses ongles et ses chaussures sont tachées de sang. Mais Christian clame son innocence. L'homme n'en est pourtant pas à son coup d'essai. En 2006, il a déjà été condamné pour le meurtre de sa compagne, tuée à coups de marteau. Il était sorti de prison en 2011. Décidés à défendre la mémoire de leur mère, Laurine et sa sœur Charlotte se constituent partie civile et entendent se battre pour que cet homme soit condamné à la hauteur de son crime. Mais alors, Laurine arrivera-t-elle à faire son deuil? Pourquoi Christian s'en est-il pris à Rachel? Et à quelle peine cet homme sera-t-il condamné? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Laurine. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Maître Nicolas Lignol. Merci également d'être là. Vous êtes l'avocat de Laurine. Laurine, quand on se plonge dans l'histoire de votre maman, comme on l'a fait, on se dit que c'est une femme qui n'a pas eu de chance dans la vie, au fond. Moi, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Désolée, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. En fait, ma mère, c'était quelqu'un de super gentil. C'était, enfin, jamais un mot plus haut que l'autre. Je sais que j'ai jamais pris une claque par ma mère. J'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre avec ma mère. Et c'était sûrement pas elle qui méritait ce genre de choses. Alors, votre maman, en fait, elle vous a eu assez jeune?
Oui, c'est ça, elle avait 17 ans. Elle vous a eu assez jeune et elle était maltraitée déjà? En fait, ça se passait très mal avec la famille, avec sa famille. En fait, elle s'est fait émanciper. Elle est partie vivre avec mon père, avec qui elle s'est mariée, avec qui elle m'a eu moi et ma petite sœur. Mais je pense que cette vie de famille, ça l'oppressait un peu trop. Ma mère, c'était quelqu'un de libre, qui aimait sa liberté. Et c'était trop pour elle une vie de famille et elle est partie en fait. Et c'était une femme qui était visiblement très gentille. Ouais, ouais. Un peu trop presque. Oui, influençable beaucoup. En fait, on pouvait lui dire vert, elle croyait vert. Hein. Si demain vous lui disiez que vous étiez gentil, elle va vous croire, elle vous croira sur parole. Et donc, c'est ça. Elle est assez vite tombée dans l'alcool. Ouais, c'est ça. En fait, elle s'est mise avec elle a eu mon papa. Ensuite, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre qui lui buvait beaucoup. Et donc, elle a pris ce pli-là aussi à boire. Et en fait, quand on a ce pli-là, c'est compliqué d'en sortir, en fait. Et vous-même, au milieu de tout ça, comment ça se passait pour vous? Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que quand ma mère est partie, mon père nous a gardés. On est resté vivre avec mon père, ma sœur et moi. Donc, on a eu une éducation comme tous les enfants. Hein, on allait à l'école, on a eu tout ce qu'il fallait, on n'a jamais manqué de rien. Peut-être juste de notre mère, en fait. C'est tout. Et votre maman appelait de temps en temps, je crois, le soir pour prendre de ses nouvelles, de vos nouvelles, mais elle était saoule très souvent. Ouais, c'est ça. En fait, elle appelait quand elle avait bu. Donc, mon père écoutait ce qu'elle disait, mais il nous passait pas le téléphone pour pas forcément nous choquer. Et donc, il nous donnait un retour quand elle nous disait oui, votre mère a appelé, elle vous dit qu'elle vous aime, votre mère vous a appelé, elle vous souhaite bon anniversaire. Il nous le disait, mais il nous passait pas forcément le téléphone pour pas nous choquer et pour nous protéger, entre guillemets. Et vous étiez en manque de cette maman? Alors en fait, non, au début non, pas du tout, je lui en voulais. J'en ai même beaucoup voulu de nous avoir abandonnés, en fait, d'être partis, de nous avoir laissé ma sœur et moi. J'avais un peu en plus une relation conflictuelle avec ma belle-mère, donc c'était compliqué. J'avais mon père, mais c'était conflictuel un petit peu, donc du coup j'en voulais à ma mère. Je lui disais mais mince, ça nous laisse avec mon père alors qu'elle pourrait s'occuper de nous, etc. Et en fait quand j'ai grandi et que j'ai appris les problèmes qu'elle avait, je lui ai pardonné en fait parce que je savais que c'était pas de sa faute. C'est une très belle femme, on voit sa photo, vous l'avez en face de vous sur ce plateau, et honnêtement quand on voit son visage, là, on se rend pas compte que c'est une femme qui a autant de problèmes, qui boit et qui a autant de souffrance en elle. C'est ça. En fait, elle ne le montrait pas forcément. Je sais que moi, ma mère, quand je l'ai retrouvée 2 mois avant son décès, quand j'avais été la voir à l'hôpital, elle avait absolument rien, à part un rouge à lèvres qui était posé sur sa table de chevet, et je lui dis il est joli ce rouge à lèvres. Et puis elle m'a dit, oh, bah tiens, prends-le, il t'ira bien, alors que c'était la seule chose qu'elle avait en fait. Ma mère, c'était la femme la plus gentille que je connaissais, la plus sincère, je sais pas, je comprends pas en fait pourquoi ça en est arrivé là, quoi. Alors pendant 5-6 ans, vous n'avez plus de contact du tout avec elle? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah parce que moi je commençais à faire ma vie d'adolescente. J'avais un peu honte aussi, entre guillemets, vis-à-vis des gens de ce que ma mère, elle faisait. Quand le fait qu'elle buvait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. J'avais honte de tout ça et du coup, j'en parlais pas. Je disais, quand les gens me demandaient, mes parents, je disais que j'étais par l'opération du Saint-Esprit, en fait, que j'avais pas de mère et que c'était comme ça. Et puis, vous avez voulu renouer un peu le contact avec elle? Ouais, c'est ça, j'ai grandi, je suis devenue majeure et je me suis mis avec mon copain avec qui je suis actuellement. On s'est installé sur Paris pour notre carrière, en fait, pour travailler. Et de là, je me suis dit, j'ai pris sur moi et je me suis dit quand même, ça serait bien que je renoue le contact avec ma mère, que je sache un peu ce qu'elle fait, où ça en est. Et de là, j'ai eu le contact de monsieur Alfredo da Silva, qui est un éducateur en fait de l'association Charonne et qui s'occupait de ma mère. Donc je l'ai rencontré une première fois. Il m'a dit, écoute, ta mère, elle s'est un peu dégradée avec le temps, etc. Tu risques d'être surprise quand tu vas aller la voir à l'hôpital. Et donc on a convenu d'un rendez-vous quelques jours après pour la voir. Donc je l'ai vue. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, j'étais un petit peu choquée. Ça faisait 6 ans que j'avais pas vu ma mère. L'alcool, enfin là vous la voyez, vous la trouvez très belle, oui. Mais ma mère ressemblait pas du tout à ça quand elle était plus jeune. C'était une grande blonde, très élancée, pas du tout de rides, enfin vraiment le visage très joli. Et en fait quand je l'ai vue, j'ai tellement été choquée que j'ai mis un certain temps avant d'aller la revoir, mais en fait ce temps-là on l'a pas eu. Vous avez compris qu'elle était
SDF à ce moment-là, quand vous l'avez vue la première fois? Alors non, je savais qu'elle vivait entre guillemets dans des associations, etc. Mais moi, elle, quand je suis allée la voir à l'hôpital, elle m'a dit qu'elle était là pour faire soigner sa jambe. Elle avait un problème de jambe et apparemment elle se faisait soigner sa jambe. J'ai dû aller derrière son dos voir les médecins pour savoir exactement ce qui se passait, pourquoi elle était là, ce qui lui arrivait. Et c'est de là que j'ai appris que en fait elle buvait beaucoup. Comme elle buvait, elle tombait, donc il lui arrivait fréquemment d'avoir des problèmes au niveau de son crâne, etc. Et c'est de là que j'ai appris qu'elle était totalement à la rue et que c'était compliqué pour elle. Quand vous avez appris que votre maman était à la rue, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit que vous alliez l'aider, que vous alliez... Alors j'ai eu envie de l'aider en fait, mais le problème c'est que j'avais pas les moyens de l'aider. Je venais de rentrer dans la vie, je venais de prendre mon petit appartement, je vivais dans un 30 mètres carrés avec mon conjoint, enfin c'était compliqué. Et puis moi déjà d'encaisser le choc en fait, de voir ma mère comme ça a été compliqué. Et quand j'ai voulu aller reprendre contact avec elle, j'avais la police qui m'avait déjà appelé en me disant que ma mère était décédée et que voilà, en fait, c'était trop tard. Vous lui avez dit quoi, votre maman, quand vous l'avez vue la première fois à l'hôpital, quand vous êtes allé la revoir? C'était quoi vos mots vis-à-vis d'elle? En fait, au début, pour tout vous dire, elle m'a même pas reconnue. Je l'ai vue avancer vers moi, je l'ai reconnue, c'était ma mère. Et je l'ai vue, je lui ai dit... Et en fait, elle marchait tout droit et je lui ai dit ça va, maman? Et là, tout de suite, elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh, Mounette !» Et en fait, c'était notre surnom avec ma sœur. Elle nous appelait tout le temps comme ça. Après, on a parlé plein de choses. Elle me demandait si ça allait, mais c'était dans les grandes lignes, un peu comme si on se disait « Tiens, il fait beau aujourd'hui », mais elle me parlait... Ma mère ne m'a jamais parlé de ses problèmes, que ce soit à moi, ou à mon père, ou à qui que ce soit. Elle en parlait à personne. Elle faisait sa vie. Elle nous appelait pour montrer qu'elle était là, qu'elle était présente, mais elle voulait pas nous pourrir, entre guillemets, avec ses problèmes et sa vie. Donc elle nous a mis dans une bulle et nous, on a vécu dans cette bulle sans savoir ce qui se passait autour. Et vous avez eu le temps de lui dire que elle vous manquait quand même? Qu'elle vous avait manqué? Non, parce que c'est pas des choses qu'on pense à dire, c'est pas... On se dit pas, dans 3 mois, ma mère, elle sera plus là, donc il faut que je lui dise. Non, c'est pas... Il faut le temps aussi, vous comprenez, je viens de la retrouver, je vais pas lui dire tu m'as manqué, non, il y avait plein de choses à se dire et non, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ça, que je l'aimais, que je lui en voulais pas, que... Non, on n'a pas eu le temps de lui dire tout ça. Et puis il y a ce destin terrible qui est venu tout bouleverser en fait, bouleverser ses retrouvailles. Vous avez appris un jour par un coup de fil? Ouais, d'ailleurs c'est même pas mon père qui m'a appelé parce qu'il savait même pas comment me le dire. Et c'est ma tante qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, il est arrivé quelque chose à maman. On savait pas exactement quoi. Elle m'a dit tu vas être appelé par les services de police qui vont t'en dire un peu plus. Et c'est quand les services de police m'ont appelé le lendemain que j'ai su qu'il est arrivé quelque chose de grave et que c'était pas une mort naturelle en fait. Et voilà. Maître, au moment où on apprend la disparition de la maman de Laurine, à ce moment-là, les enquêteurs vont se mettre à chercher et la vidéosurveillance va beaucoup aider, je crois. Oui, finalement, c'est la vidéosurveillance qui aura permis d'établir que l'auteur, qui a finalement été condamné, était en présence de la maman de Laurine. Mais il a fallu du temps parce qu'il y avait une dénégation très forte de sa part. Et il a fallu que Laurine continue à se battre de façon extraordinaire pendant toute la procédure. Moi, j'étais pas son avocat au début de la procédure. On a eu une histoire, si vous voulez, un peu originale. On va la raconter dans un instant. Et donc oui, c'est grâce à la vidéosurveillance et puis c'est grâce à des analyses génétiques que vous rappeliez tout à l'heure qu'on a réussi à l'établir. Mais c'est vrai que la maman de Laurine a été tuée dans des circonstances terribles. On les a expliquées tout à l'heure, on va pas y revenir. Mais comment expliquer une telle violence en fait? Parce que c'est... Enfin voilà, la façon... Par exemple, les femmes disent qu'elles ont besoin d'être avec quelqu'un, qu'elles ne peuvent pas rester seules, que si elles restent seules, c'est très dangereux pour être protégées. Et ça ressort très clairement du comportement de la mère de Laurine dans les mois qui précèdent les faits dramatiques. Alors on va continuer à parler de l'enquête dans un instant, mais juste je voudrais me retourner vers Pascal Neveu, psychanalyste, parce que je trouve que Laurine a fait un travail sur elle-même exceptionnel, parce que il y a cette petite fille qu'elle était, qui a été abandonnée par sa maman, elle en veut à sa maman, et puis... Finalement, elle essaie de la retrouver et le destin vient tout briser. Oui.
Eh oui, c'est un parcours de vie fait rempli d'épreuves, de séparations, de deuils successifs, et malheureusement cette fin tragique, horrible, hein, on peut le dire, a empêché de vous retrouver. Vous tentez les choses même au moment de l'adolescence, qui était une épreuve de séparation. Et également, vous décrivez comment elle était très jeune. Elle vous a eu d'ailleurs très jeune, à 17 ans. Hein. Donc il y a des mécanismes également d'identification qui peuvent avoir lieu. Et là, ne pas avoir pu dire au revoir, ne pas avoir pu dire des mots d'amour à quelqu'un qu'on n'a pas forcément connu, qui vivait sous un masque, qui vivait ce qu'on appelle avec un faux self, hein, c'est-à-dire qu'on va cacher les choses pour protéger autrui. Hein. C'est pas malveillant lorsqu'elle opère ce genre de mécanisme, elle vous appelle. Donc il y a, quoi qu'il en soit, un lien très fort qui continuait à s'animer entre vous. C'est quelqu'un qui visiblement donnait beaucoup et qui malheureusement a disparu. Et alors, il y a des rituels que vous pouvez peut-être mettre en place sur le lieu où elle repose. Maintenant, vous pouvez déposer éventuellement un mot qui va peut-être disparaître par la suite, mais on peut dire des choses post-mortem comme cela. C'est important pour vous soulager. Ça va demander du temps. Ça fait partie des deuils compliqués. Ce que je voulais dire, parce qu'elle ne veut, c'est que malgré tout, je trouve que cette maman, elle voulait la protéger. C'est-à-dire que même quand, je trouve que la scène quand vous allez la voir à l'hôpital, où elle est dans un état compliqué, elle a juste un rouge à lèvres, et c'est la seule chose qu'elle a. Et elle veut lui donner. Oui, je trouve que c'est la maman, en fait. Elle redevient tout à coup maman. Tout à fait. C'est amusant que ce soit symboliquement quelque chose qui est du registre de la lèvre, de l'oralité, du baiser, quelque part. Vous savez, ce qu'on laisse sur la joue de quelqu'un. Elle était comme cela. Et ça rend les choses plus compliquées pour vous pour accepter cette fin tragique. Alors, on va revenir sur l'affaire elle-même, hein, puisque Laurine, on l'a compris, vous avez renoué avec votre maman peu de temps avant le drame et vous avez décidé de vous battre pour elle. Vous êtes mis en tête de trouver de bons avocats pénalistes, mais votre salaire ne vous permettait pas de les payer. Vous avez donc lancé un appel au secours en créant une cagnotte de financement en ligne, l'argent récolté servant à payer les honoraires. Et en octobre 2016, le procès de Christian s'est ouvert. En juin 2014, quelques mois après la mort de Rachel, Laurine, qui attend désespérément des nouvelles de l'enquête, reçoit un terrible courrier. La justice l'informe que Christian, soupçonné du meurtre barbare de sa maman, ne sera finalement plus jugé pour homicide volontaire, mais pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La jeune femme est révoltée. Hôtesse d'accueil, payée au SMIC, elle n'a pas les moyens pour assumer pleinement les frais d'un avocat. Mais Laurine veut tout faire pour offrir une défense équitable à sa mère. La jeune femme de 23 ans lance alors une cagnotte de financement participatif sur Internet. Surtout que Christian, lui, est défendu par 2 très bons avocats. Et l'histoire de Rachel va toucher de nombreuses personnes. En quelques mois, Laurine réussit à récolter 5 000 € de dons. Désormais, elle aussi se fera conseiller par des ténors du barreau. Début octobre 2016, 2 ans après la tragique mort de Rachel, le procès de Christian s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Mais dès le premier jour, l'homme de 50 ans continue de nier les faits. Il balade les parties civiles sans même les regarder. Pour Laurine et sa sœur Charlotte, le manque de regret de l'accusé est très dur à vivre. À l'issue des débats, Christian est condamné à 18 ans de prison, sans remise de peine. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Laurine, la fille de Rachel, qui est toujours avec nous, et maître Nicolas Lignel, qui est l'avocat de Laurine. Laurine, ce procès, ça a été une terrible épreuve pour vous, une nouvelle fois. Ouais, franchement, ouais, c'était dur. Et en plus, c'est tombé le jour des 18 ans de mon petit frère, en fait. Donc, c'était encore plus dur à accepter. Ce qui a été dur, en fait, c'est que pas une seule fois on a eu un regard de la part de la personne, en fait. Pas une seule fois on a eu un peu de compassion ou quoi que c'est. Pas de regret, ça part, rien. Non, 0 regret. Et je pense que si on a réussi à tenir ces 2 jours-là, c'est grâce à mon avocat, parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. Vous aviez cet homme face à vous? Ouais. Cet homme qui avait tué votre maman? Vous aviez quel sentiment pour lui? De la haine? Je suis passée par tous les sentiments. J'ai eu de la haine, j'ai eu de la tristesse, Maintenant, j'ai de la peine pour cette personne parce que je me dis, il faut vraiment être
personne pour faire ce genre de choses et d'où il est, j'espère qu'il comprend que c'est pas des choses qu'on doit faire. Vous aviez envie de lui dire des choses? Non, j'ai rien à lui dire, j'ai absolument rien à lui dire, mais j'espère qu'il réfléchit à ce qu'il a fait, qu'il se rend compte qu'il a laissé pas mal de gens sur le carreau et que moi je suis peut-être majeure, mais derrière moi j'ai des petites sœurs qui ont envie d'avoir des réponses à leurs questions qu'ils auront jamais finalement. Puis l'âge n'y fait rien en même temps. Comment? Vous dites je suis majeur, mais je pense que l'âge n'y fait rien. Au fond, la douleur, elle est la même, qu'on soit majeur ou pas. Ouais, je pense que la perte de sa maman reste quelque chose de, surtout dans ces conditions, reste une douleur. C'est sûr, terrible. mais après, c'est vrai que moi, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir vécu avec mon père. Les plus petits ont été placés dans des familles d'accueil, donc je sais que pour moi, c'est difficile comme histoire, mais je pense l'avoir mieux vécu entre guillemets que eux en fait. Et eux un jour auront des questions, auront des choses qu'ils auront envie de savoir. Je sais pas, et je préfère même pas en parler. Elles sont petites et du coup. Maître, on a compris que vous aviez été très important pendant ce procès pour Laurine. Comment vous expliquez à la fois la froideur, le dédain finalement de cet homme? Alors d'abord, je voudrais vous préciser qu'on était deux et que c'est pas neutre, car je suis associé avec mon père et qu'on a été aux assises ensemble. Alors évidemment, la situation de Laurine, c'est une situation qu'on comprenait avec ce lien particulier et cette forme de défense dans laquelle on partage des choses extrêmement intimes. C'était plus facile à mener comme ça parce qu'on avait cette proximité entre nous. Et puis ensuite, la forme de dédain, elle est à tel point que pendant les débats, Christian n'a pas croisé le regard de Laurine une seule fois. J'étais tellement scandalisé parce que ce qu'on attendait nous de ce procès, c'était qu'il explique, qu'il dise que la vérité vienne. C'était la demande de Laurine. Alors on explique aux victimes que c'est pas toujours ce qu'on peut obtenir, mais au moins qu'il y ait une confrontation sur les faits. Et je me souviens, pendant que son avocat plaidait, d'être allé au fond de la salle et de l'avoir regardé lui. Simplement, évidemment, un avocat qui va au fond d'une salle, d'une cour d'assises, tout le monde le reconnaît. Et à ce moment-là, il a juste regardé, il m'a regardé vaguement et il a baissé les yeux. Et alors son avocat tout de suite est monté au créneau en disant que c'était inadmissible, que c'était insupportable. Mais je crois qu'il voulait vraiment pas. Il voulait pas être confronté, il n'a pas accepté jusqu'au bout. Je crois qu'à ce titre, on en parlait tout à l'heure, les derniers mots qu'il a dit à Laurine sont des mots extrêmement révélateurs. Alors je te laisse la liberté de les dire ou pas, hein, Laurine, mais ils sont extrêmement révélateurs de la position qu'il avait. Alors en fait, à la fin, il nous a regardé, c'est peut-être la seule fois où il nous a regardé, et il nous a dit je l'ai bien niqué votre mère et vous je vous retrouverai. Donc c'est les seules paroles qu'on a eues, c'est les seuls regards qu'on a eus et depuis plus rien. Maître Roland Pérez. Il a confirmé la peine qu'il a eue. Il a été son propre étau dans la condamnation. Je vous observe depuis tout à l'heure. Je me dis que vous avez hérité de la beauté, de la bonté de votre maman, sincèrement, et qu'elle doit être très 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 fière de vous et de votre sœur, j'imagine, et peut-être des autres enfants, mais en tout cas du combat que vous avez mené aux côtés de votre avocat. Et bravo à vous, rien que là, de vie dont elle avait été victime. Merci. Pascal Neveu, on a du mal à comprendre finalement cet homme qui se retrouve dans le box des accusés, qui n'a pas un regard, qui n'a pas un regret, et surtout ces derniers mots à la fin. Enfin moi, Laurine, quand vous les avez prononcés, ça m'a glacé. C'est glaçant d'entendre des mots comme ça. C'est absolument effrayant. Ça relève presque de l'animalité que d'utiliser des mots qui ne permettent pas, en plus d'aller dans ce cheminement de travail, de deuil, de continuer à être dans la haine et en plus de continuer à vous persécuter en disant on va se retrouver à un moment donné. Je ferai peut-être même la même chose. Donc on est dans un comportement qui relève peut-être de la psychopathologie. Et une volonté de faire mal, quand même, parce que tout à fait. Dire des mots comme ça à une fille qui a perdu sa maman. On est dans la monstruosité, il faut dire les mots, tout simplement. Maintenant, il va falloir dépasser cela, il va falloir le digérer, ça va demander beaucoup de temps, et ne pas continuer à vivre avec ce fantôme-là qui va vous harceler et rester, comme le disait Roland, avec cette image de bonté de votre mère. C'est un beau cadeau que vous lui faites que d'avoir tenu le coup et d'être allé jusqu'au bout de ce procès. Comment vous allez aujourd'hui, Laurine ? Ça va. J'ai eu beaucoup de chance en fait d'être entourée, d'avoir des gens autour de moi, que ce soit déjà dans un premier temps mon avocat, que je remercierai jamais assez, j'aurai jamais assez de toute une vie pour le remercier.
Mais que ce soit mon père, que ce soit mes petites sœurs, que ce soit mes amis, que ce soit mon copain, j'ai été énormément entourée. Et dans ces cas-là, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et maître, j'ai le sentiment que vous avez été touché humainement, parce qu'un avocat, forcément, vous êtes avocat, donc vous avez des affaires dures à gérer, mais là, quand je vous vois agir avec Laurine, j'ai le sentiment que c'est un peu particulier quand même. Alors d'abord, c'est extrêmement particulier parce que techniquement, c'est la première fois, je crois, qu'on a mis en place un financement participatif pour financer une procédure de cette nature. Moi, il se trouve que je suis enseignant-chercheur à l'université, on en avait parlé après. J'ai dit, Laurine, si tu veux, je fais un article que je publie dans une revue juridique pour essayer que d'autres puissent profiter de la même chose. Ce qu'on a fait ensuite, et c'est sorti quelques semaines après le procès, on a réussi à faire ça. Et puis ensuite, c'est une situation particulière. Vous entendez tout à l'heure, Monsieur Neveu, Laurine, elle a, à l'occasion de la procédure, je crois, tout fait, y compris être arrivée 1 heure en retard à la cour d'assises. Enfin, je crois que tout, absolument tout ce qui est imaginable est possible. Changer d'avocat au milieu, repris tout au début. On n'a pas eu la communication de la procédure tout de suite. On a fait des démarches, écrit au parquet général, toujours pas eu. Elle a écrit au président de la République. Et finalement, on a eu la communication de la procédure. Bon, elle a été au bout de ce qu'on peut faire comme ça. Moi, je souscris à ce que vous lui avez dit tout à l'heure. C'est important qu'elle puisse se reconstruire. Et de ce point de vue, comment ne pas rester insensible? Alors, vous savez, il y a forcément de l'empathie entre un avocat et son client qui est plus ou moins importante. Ça m'arrive d'être dans le camp d'assassins ou de violeurs. Et là, évidemment que je cautionne pas leurs faits quand ils les ont faits. Mais il y a forcément de l'empathie. On est forcément en train d'essayer de comprendre l'individu qu'on a et puis pour lequel on parle. L'avocat, c'est celui qui parle pour. Alors, de ce point de vue, oui, il y a une dimension humaine extraordinaire. Et puis, moi, je trouve que Laurine est une belle personne, elle s'est occupée de sa famille après. Enfin, elle a vraiment construit à partir de ça. Et je crois que la démarche que vous décriviez tout à l'heure, Monsieur Neveu, elle s'est vraiment inscrite dedans. Moi, j'ai vraiment bon espoir pour cette jeune femme. En tout cas, c'est un beau combat. Merci Laurine. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.